2000 pièces, 357 miroirs, des jardins taillés au millimètre. Versailles est le plus beau palais jamais construit par la main de l'homme. Mais derrière les dorures, il y a quelque chose que personne ne montre. 10 000 personnes vivaient là. Pas seulement le roi et ses favorites. Des cuisiniers, des valets, des palefreniers, des femmes de chambre, des jardiniers. Une ville entière, enfermée dans un château sans hôpital, sans eau potable fiable, sans latrines suffisantes pour 1/10 de sa population. Et ces gens tombaient malades, souvent, violemment. Les fièvres circulaient d'un étage à l'autre. La dysenterie frappait les cuisines. La variole vidait des ailes entières. Et quand ça arrivait, quand un serviteur crachait du sang dans une soupente ou qu'un courtisan s'effondrait en pleine galerie, le plus grand palais du monde n'avait presque rien à offrir. Le roi, lui, avait ses médecins, ses chirurgiens, ses apothicaires personnels. Il a subi plus de 2000 purges au cours de sa vie. On l'a saigné des centaines de fois. On lui a opéré une fistule sans anesthésie devant la cour. Les 9999 autres n'avaient pas cette chance, si on peut appeler ça une chance. La version officielle de Versailles, c'est la lumière, les fêtes, le pouvoir absolu. La version que les archives racontent, celle que j'ai passé des mois à reconstituer, c'est l'histoire des corps malades, des corps soignés par des méthodes qui tuaient autant qu'elles guérissaient, des corps morts dans l'oubli à quelques mètres de la chambre du roi. Versailles avait prévu la guerre, les fêtes, la prière et la chasse. Personne n'avait prévu ce qui arrivait quand 10 000 corps tombaient malades en même temps. Dites-moi d'où vous regardez, la France, le Canada, la Belgique, la Suisse ou ailleurs. Ces histoires oubliées voyagent plus loin que les rois ne l'auraient jamais imaginé. Et les archives contiennent des centaines d'histoires comme celle-ci. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine. Pour cet épisode, j'ai passé des mois avec des documents que la plupart des documentaires ne touchent jamais. Les registres des premiers médecins du roi, Fagon, Daquin, Vallot, leurs journaux de santé, où chaque saignée, chaque purge, chaque dose est notée avec une précision froide. J'ai consulté les archives de l'administration du château, les plaintes sur l'infirmerie, les rapports sur l'état des eaux, les listes de décès dans les paroisses autour du palais. Ce que ces papiers racontent n'a rien à voir avec les manuels scolaires. C'est plus cru, plus humain et beaucoup plus troublant que ce que vous imaginez. Voici ce que j'ai trouvé. Commençons par l'air. Pas l'air des jardins. Celui-là, on le connaît. L'air de l'intérieur. Celui que 10 000 personnes respiraient jour et nuit dans un bâtiment conçu pour éblouir les ambassadeurs, pas pour ventiler des poumons. Versailles n'a pas de couloir d'aération, pas de système pensé pour faire circuler l'air d'une pièce à l'autre. Les fenêtres des grands appartements s'ouvrent. Ouais, quand le protocole le permet, quand le roi le décide, quand la saison s'y prête. Mais dans les étages supérieurs, sous les combles, là où dorment les valets, les femmes de chambre, les petits officiers de bouche, les fenêtres sont rares, parfois absentes, des soupentes de 2 mètres sur 3, sans lumière naturelle, où 6 personnes partagent un matelas posé à même le sol. L'air y est épais, lourd, chargé de ce que les corps produisent quand ils vivent entassés. Et personne, dans toute l'architecture de Versailles, n'a jamais prévu que ces gens auraient besoin de respirer. C'est un détail,
Mais c'est un détail qui tue, parce que dans cet air stagnant, tout circule. Les fièvres, les toux, les miasmes, c'est le mot qu'on utilise à l'époque, et même si la science a changé, la réalité qu'il décrit reste la même. Quand un valet attrape une fièvre dans sa soupente, son voisin l'attrape le lendemain, et le surlendemain, c'est l'étage entier. Maintenant, descendons, pas dans les grands escaliers de marbre, dans les autres. Les escaliers de service, étroits, sombres, que les touristes ne voient jamais. C'est là que les domestiques circulent. C'est là aussi, et les témoignages d'époque sont sans ambiguïté, que beaucoup d'entre eux se soulagent. Versailles, dans les années 1680, compte moins de latrines que certaines auberges de province. La princesse palatine, Élisabeth Charlotte de Bavière, belle-sœur de Louis XIV, a écrit des lettres d'une franchise brutale sur ce sujet. Elle décrit des escaliers souillés, des recoins qui empestent, des courtisans qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser les angles morts du palais comme toilette de fortune. Elle ne s'en plaint pas comme d'un scandale, elle en parle comme d'une évidence. C'est ça qui frappe. Pour elle, c'est normal. Et l'eau, parlons-en. Les fontaines de Versailles sont un prodige d'ingénierie. La machine de Marly, construite pour pomper l'eau de la Seine et l'amener jusqu'au jardin, est l'une des merveilles techniques du siècle. Mais cette eau spectaculaire qui jaillit devant les ambassadeurs, elle ne monte pas dans les étages, elle ne coule pas dans les cuisines, elle n'arrive pas jusqu'aux chambres. L'eau potable à l'intérieur du palais vient de puits, et ces puits sont contaminés. Contaminés par quoi exactement? Personne ne le formule clairement à l'époque, mais les rapports des ingénieurs des eaux mentionnent la proximité des fosses d'aisance, les infiltrations, la stagnation. On boit une eau qui a traversé les déchets de 10 000 personnes avant d'arriver dans le verre. J'ai lu ces rapports d'ingénieurs plusieurs fois. Ce qui me trouble, ce n'est pas ce qu'ils décrivent, c'est le ton. Ils constatent, ils notent, ils ne s'indignent pas. Comme si l'idée qu'un palais royal puisse empoisonner ses propres habitants n'était même pas concevable. Le problème technique est identifié, la solution ne vient pas. Et la vie continue. Ajoutez à ça l'hygiène des corps eux-mêmes. On est au XVIIe siècle et la peur de l'eau persiste. Se laver à grande eau, prendre un bain complet, c'est s'exposer, on le croit sincèrement, à la maladie. L'eau ouvre les pores et par les pores, les infections entrent. La logique est médicale, validée par les médecins de la faculté. Alors on ne se lave pas. On se frotte avec des linges secs. On change de chemise, c'est la chemise qui nettoie, pas l'eau. Et on couvre le reste avec des parfums. Louis XIV, lui-même, malgré sa passion pour la propreté vestimentaire, il changeait de chemise plusieurs fois par jour, ne prenait presque jamais de bain complet. Les historiens Georges Vigarello et Stanis Pérez ont documenté ça en détail. Le roi sentait, tout le monde sentait, et dans cette odeur collective, permanente, les germes prospéraient sans que personne sache les nommer. Voilà le tableau. Un palais magnifique, sans air, sans eau propre, sans toilette, sans hygiène corporelle, où 10 000 personnes vivent les unes sur les autres dans une promiscuité que même les casernes de l'époque n'atteignaient pas toujours. Versailles n'était pas seulement un lieu où l'on tombait malade, c'était un lieu construit pour ça, sauf que l'histoire ne s'arrête pas là. 38 médecins, c'est le chiffre, 38 hommes, plus les chirurgiens, les apothicaires, les barbiers,
affectés à la santé du roi et de la famille royale. Un petit hôpital à eux seuls, entièrement dédié à un seul corps, le corps du roi. Le premier médecin est un personnage à part. Sous Louis XIV, c'est d'abord Antoine d'Aquin, puis Guy Crescent-Fagon, à partir de 1693. Le premier médecin ne soigne pas seulement, il contrôle, il décide qui approche le corps royal, il choisit les traitements, il valide ou rejette les avis des autres médecins. Son pouvoir est immense et il ne tient pas à sa compétence médicale, il tient à sa proximité avec le roi. À Versailles, toucher le corps du souverain est un privilège politique autant qu'un acte médical. Et ce corps, on le touche beaucoup. Le journal de la santé du roi, rédigé successivement par Vallot, d'Aquin et Fagon, est un document extraordinaire. Chaque jour, ou presque, les médecins notent l'état du roi, ce qu'il a mangé, comment il a dormi, la consistance de ses selles, oui, c'est noté, avec une précision clinique qui ne laisse rien à l'imagination, et surtout les traitements, les purges, les saignées, les clistères, des lavements administrés à l'aide d'une seringue, parfois plusieurs fois par semaine, les vomitifs, tout est consigné. Les chiffres sont vertigineux, plus de 2000 purges au cours de la vie de Louis XIV, des centaines de saignées, des lavements si fréquents que le roi les recevait en donnant audience. Les courtisans attendaient dans la pièce voisine pendant qu'un apothicaire s'affairait et la conversation reprenait aussitôt après. C'était la routine, pas un événement, la routine. La logique derrière tout ça est celle des humeurs. Le corps humain, selon la médecine de l'époque, contient 4 humeurs: le sang, la bile jaune, la bile noire, le flegme. La maladie vient d'un déséquilibre entre ces 4 fluides. Le traitement consiste à rétablir l'équilibre, et pour rétablir l'équilibre, on vide, on purge pour évacuer la bile, on saigne pour retirer le sang en excès, on fait vomir pour expulser le flegme. La théorie est cohérente, ancienne, validée par des siècles de tradition médicale remontant à Galien et Hippocrate. Elle est aussi, dans la pratique, d'une brutalité qui affaiblit le patient chaque fois qu'on prétend le soigner. Mais personne ne le sait, pas encore. En 1686, Louis XIV souffre depuis des mois d'une fistule anale, une plaie profonde, douloureuse, qui refuse de guérir malgré les cataplasmes, les onguents, les traitements répétés. Les médecins sont impuissants. Le chirurgien Charles-François Félix propose l'opération. C'est un acte radical. La chirurgie, à cette époque, est considérée comme inférieure à la médecine. Les chirurgiens ne sont pas des docteurs. Ils travaillent avec les mains, pas avec l'esprit. Mais le roi accepte. Félix passe des semaines à s'entraîner. Il opère des patients anonymes dans les hôpitaux de Paris. Certains meurent, d'autres survivent, pour perfectionner son geste. Il conçoit un instrument spécial, adapté à l'anatomie royale. Et le 18 novembre 1686, à 7 heures du matin, il opère le roi, sans anesthésie, sans antiseptique, avec, on le sait par les témoignages, un courage physique du roi qui force le respect, même 3 siècles plus tard. Louis XIV n'a pas crié, ou s'il a crié, personne ne l'a noté. L'opération est un succès. La fistule guérit, et ce qui se passe ensuite est tellement absurde que j'ai mis du temps à le croire en le lisant. Mais c'est documenté, Saint-Simon en parle, d'autres mémorialistes aussi. Des courtisans se sont présentés chez les chirurgiens en prétendant souffrir de la même fistule,
Ils voulaient être opérés, non pas parce qu'ils étaient malades, mais parce que le roi l'avait été. À Versailles, même la souffrance physique devenait un instrument de flatterie. Ce n'était pas de la folie, ou plutôt, c'en était une, mais une folie rationnelle à l'intérieur d'un système où tout dépendait de la faveur du roi. Si le roi souffrait, souffrir aussi était une forme de loyauté. Le corps du courtisan imitait le corps du souverain jusque dans la maladie. La logique est monstrueuse, mais elle est parfaitement cohérente avec l'univers de Versailles. Et puis, il y a les échecs. 1711, le grand dauphin, fils de Louis XIV, meurt de la variole à 50 ans. Les médecins l'ont saigné, purgé, administré de l'émétique. Chaque traitement l'a probablement affaibli davantage. Quelques mois plus tard, en février 1712, la duchesse de Bourgogne, Marie-Adélaïde de Savoie, la femme que Louis XIV aimait le plus à la cour, celle qui lui apportait de la joie dans ses vieux jours, tombe malade. Fièvre, taches rouges, les médecins saignent, ils purgent. Elle meurt le 12 février. Elle avait 26 ans. 6 jours plus tard, son mari, le duc de Bourgogne, petit-fils du roi et héritier du trône, meurt à son tour. Même maladie, même traitement, même résultat. 3 morts en 11 mois. 3 héritiers, les meilleurs médecins du royaume, au chevet de chacun d'entre eux. Saint-Simon décrit ces semaines avec une précision qui serre la gorge. Le vieux roi, 73 ans, qui perd son fils, sa petite-fille adorée, son petit-fils, l'un après l'autre, dans le même palais, soignés par les mêmes hommes, avec les mêmes méthodes qui n'ont jamais fonctionné. Les saignées, les purges, l'émétique, toujours la même réponse, appliquée à chaque nouveau malade, avec la conviction tranquille de ceux qui ne doutent pas de leur science. Je ne juge pas ces médecins. Ils faisaient ce que leur formation leur dictait, ce que des siècles de tradition leur confirmaient. Mais il faut dire les choses clairement. Leurs traitements ont tué, pas par malveillance, par système. Et c'est peut-être ça le plus difficile à accepter, que des hommes intelligents, dévoués, sincèrement convaincus de bien faire, aient accéléré la mort de ceux qu'ils essayaient de sauver. Voilà ce que le roi avait. 38 médecins, les meilleurs du royaume. Et ça ne suffisait pas. Et maintenant, la partie que personne ne raconte. Un ballet. Commençons par un ballet. Celui d'une femme de chambre. On ne connaît pas son nom, on ne le connaîtra jamais, qui se lève avant l'aube dans une soupente du 3e étage de l'aile des ministres. Il fait froid, pas le froid des grands appartements, où au moins les cheminées sont allumées par des domestiques, le froid des combles, celui qui s'infiltre par les toits mal joints et qui ne part qu'en juin. Cette femme descend dans le noir, par des escaliers qu'elle connaît au toucher, pour balayer les antichambres avant le lever du roi. Si elle tousse en silence. Si elle a de la fièvre, elle travaille quand même. Parce que s'arrêter, c'est disparaître. Le système de Versailles ne prévoit rien pour les domestiques malades. Rien de structuré, rien de fiable, rien qui ressemble de près ou de loin à ce que le roi reçoit. Il existe une infirmerie, les archives de l'administration du château, conservées aux archives nationales sous la série O1, en mentionnent l'existence. Mais sa capacité est dérisoire. Quelques lits, pas de médecin permanent, des conditions que les rapports administratifs eux-mêmes qualifient d'insuffisantes, avec une retenue bureaucratique qui ne trompe personne. On y entasse les cas les plus graves, un fiévreux, à côté d'un blessé, un mourant
à côté d'un convalescent. Les maladies s'y croisent comme dans les couloirs du palais. On y entre souvent plus malade qu'on en sort. Pour les autres, la grande majorité, il n'y a que 3 options. Se soigner soi-même avec les moyens du bord. Des remèdes populaires, des herbes, des décoctions transmises de mère en fille. De la résignation surtout, la deuxième option, trouver un barbier chirurgien dans la ville de Versailles, si on a de quoi le payer, et la plupart ne l'ont pas. La troisième, quand la maladie est trop grave, quand le corps ne tient plus, être renvoyé chez soi, si on a un chez soi, renvoyé dans un village, chez une famille, à des jours de route parfois, sans salaire, sans garantie de retrouver son poste. On quitte Versailles malade et quelqu'un d'autre prend le balai le lendemain matin. Les archives des paroisses autour du palais, Saint-Julien de Versailles, Notre-Dame de Versailles, contiennent des registres de décès, des noms, des dates, parfois un âge, rarement une cause de mort. Ces registres sont ce qui reste de milliers de vies. Un domestique du château, mort à 32 ans, une servante, morte à 27, un garçon d'écurie, mort à 41. Pas de mémoire, pas de correspondance, pas de Saint-Simon pour décrire leur agonie, juste une ligne dans un registre paroissial et le silence après. Je dois être honnête ici. Ce que je sais de ces gens est fragmentaire. Les serviteurs de Versailles n'écrivaient pas. Leurs voix ne nous sont parvenues que par des traces indirectes. Les registres administratifs, les comptes de l'intendance, les plaintes consignées par leurs supérieurs, les actes paroissiaux. Je reconstitue à partir de fragments. Ce que je vous raconte n'est pas un récit complet. C'est une mosaïque avec des pièces manquantes. Et certaines de ces pièces ne seront jamais retrouvées. Mais ce qui reste suffit à comprendre l'essentiel. Et les courtisans, alors, ceux qui avaient un nom, un titre, un rang, étaient-ils mieux lotis? Pas tous, pas de loin. On imagine le courtisan comme un personnage riche, bien nourri, vivant dans le luxe. Certains l'étaient, beaucoup ne l'étaient moitié pas. Vivre à Versailles coûtait une fortune, les vêtements, les cadeaux, les jeux, les obligations sociales. Des familles nobles s'endettaient sur 3 générations pour maintenir leur présence à la cour. Elles restaient parce que partir, c'était mourir socialement. L'absence du roi était la pire des maladies à Versailles, celle dont on ne guérissait jamais. Alors quand un courtisan tombait malade, il faisait un calcul terrible, mais logique dans ce système. S'absenter pour se soigner, c'était risquer l'oubli. Le roi ne remarquait pas ceux qui n'étaient pas là. Et quand il ne vous remarquait plus, les pensions s'arrêtaient, les faveurs allaient à d'autres. Votre place dans la hiérarchie invisible de la cour se refermait derrière vous. Madame de Sévigné mentionne dans ses lettres des courtisans qui traînaient leur fièvre dans les galeries plutôt que de s'aliter. Saint-Simon décrit des hommes et des femmes qui cachaient leurs symptômes, la toux étouffée derrière un mouchoir, la pâleur dissimulée sous la poudre, la douleur ravalée entre 2 sourires au roi. Pensez à ce que ça signifie concrètement. Être malade, le savoir, et choisir de rester debout dans une galerie pendant 6 heures parce que l'alternative, guérir, vous coûterait tout ce pourquoi votre famille s'est ruinée depuis 50 ans. Et quand les épidémies frappaient, le système révélait sa logique la plus cruelle. La variole, la rougeole, les fièvres putrides, elles revenaient régulièrement. Versailles était un terrain fertile, on l'a vu. Et quand une épidémie se déclarait, le roi partait.
Il quittait Versailles pour Marly, pour Fontainebleau, pour Saint-Germain. Sa famille partait avec lui. Les grands courtisans suivaient, ceux qui avaient les moyens de se déplacer, ceux qui avaient des résidences ailleurs. Ils partaient, les serviteurs restaient. Ils restaient dans un palais contaminé. Sans médecin, les médecins du roi suivaient le roi. Sans la protection de la fuite, ils n'avaient nulle part où aller. Le palais se vidait de ses puissants et se remplissait de maladies, et ceux qui restaient pour l'entretenir, pour garder les meubles, pour nourrir les chevaux, pour maintenir l'illusion que Versailles fonctionnait même en l'absence du roi, cela affrontait l'épidémie seule. Et puis il y avait les enfants. Des enfants naissaient à Versailles, des enfants de domestiques surtout. Ils grandissaient dans les combles, dans les dépendances, dans les logements de service. La mortalité infantile en France au XVIIe siècle est effroyable. Un enfant sur 4 n'atteint pas son premier anniversaire. Certaines estimations montent plus haut. À Versailles, dans les conditions que j'ai décrites, l'air vicié, l'eau contaminée, l'entassement, il n'y a aucune raison de penser que c'était mieux. Les registres paroissiaux de Versailles contiennent des séries de décès d'enfants en bas âge, des prénoms parfois, un âge, 3 mois, 5 mois, 1 an, le nom du père quand il est domestique du château. C'est tout. J'ai tenu ces registres, des pages jaunies, une écriture serrée, des listes, et entre les lignes, dans les blancs, dans ce qui n'est pas écrit, il y a des mères qui ont pleuré dans des soupentes, des pères qui sont retournés travailler le lendemain, des berceaux vidés en silence, pendant que le roi chassait dans les bois de Marly. Ce qui vient après est encore plus troublant. La mort du roi, on la connaît. On la raconte dans les manuels, on la met en scène dans les films, on la cite dans les cours d'histoire. Mais la mort à Versailles, la mort ordinaire, la mort de tous les jours, celle qui emportait des dizaines de personnes chaque mois, sans que personne ne s'arrête, celle-là, personne ne la raconte. Commençons quand même par le roi, parce que la différence entre sa mort et celle des autres dit tout ce qu'il y a à savoir sur Versailles. 1er septembre 1715, Louis XIV meurt. Il a 76 ans. Son agonie a duré des semaines. La gangrène lui ronge la jambe. Les médecins l'ont identifié. Ils ne peuvent rien faire. Fagon prescrit encore des élixirs. Un charlatan provençal est introduit dans la chambre pour tenter un dernier remède. Rien ne fonctionne. Et pendant que le roi meurt, lentement, dans sa chambre, cette chambre au centre exact du palais, orientée vers le soleil levant, la cour attend. Les courtisans se pressent dans les antichambres. Ils écoutent les bulletins de santé. Ils calculent. Parce que la mort du roi n'est pas seulement un deuil, c'est un transfert de pouvoir, une redistribution des cartes, et chacun veut être bien placé quand la partie recommence. Saint-Simon a décrit ces jours avec une acuité qui dérange. Les visages des courtisans, les regards, les chuchotements, les alliances qui se font et se défont dans les couloirs pendant que le roi agonise à quelques mètres. La mort royale est publique jusque dans ses derniers souffles. Louis XIV le sait, il met en scène ses adieux. Il parle au futur Louis XV, un enfant de 5 ans. Il dit, et c'est noté par plusieurs témoins, qu'il a trop aimé la guerre. Même mourant, il performe. C'est ça, la mort du roi à Versailles. Un événement d'État, un spectacle, une cérémonie aussi codifiée que le lever ou le coucher. Le corps royal n'appartient pas au roi, il appartient au royaume, et le royaume assiste à sa fin comme il a assisté à tout le reste.
Maintenant descendons. 3 étages plus bas, la même semaine, peut-être le même jour, un valet meurt, on ne sait pas de quoi. Fièvre probablement, ou dysenterie, ou une blessure infectée que personne n'a soignée à temps. Il meurt dans sa soupente, ou dans l'infirmerie si une place s'est libérée, ou dans un recoin quelconque où on l'a installé quand il ne pouvait plus marcher. Personne ne note ses dernières paroles, personne ne décrit l'expression de son visage. Le curé de la paroisse inscrit son nom dans le registre, prénom, nom, âge approximatif, date du décès, peut-être la mention domestique du château. Son poste est pourvu dans les jours qui suivent. Quelqu'un d'autre prend son lit dans la soupente. Versailles continue. Entre ces 2 morts, celle du roi et celle du valet, il n'y a que 3 étages et un gouffre. Mais ce gouffre n'est pas celui qu'on croit. Ce n'est pas simplement riche contre pauvre, puissant contre faible. C'est plus profond que ça. Le roi meurt en public parce que son corps est un bien de l'État. Le valet meurt en silence parce que son corps n'appartient à personne, pas même à lui, pas vraiment, tant que Versailles avait besoin de ses bras et de ses jambes. Dans les 2 cas, l'homme disparaît derrière sa fonction. Le roi est un symbole jusqu'au bout. Le valet est un outil jusqu'au bout. Ni l'un ni l'autre ne meurt en tant que personne. Versailles ne le permettait pas. Et entre les 2, il y a les courtisans. Ceux qui meurent avec un peu plus de cérémonie que les valets, mais infiniment moins que le roi. Un courtisan malade peut appeler un médecin. S'il en a les moyens, il peut s'aliter dans son appartement, s'il en a un. Mais mourir à Versailles, quand on est courtisan, c'est mourir avec la conscience aiguë que la cour ne s'arrête pas, que le lendemain de votre mort, le roi chassera, dînera, tiendra conseil, que votre appartement sera attribué à un autre dans la semaine, que le système qui vous a tenu debout pendant des décennies vous oubliera en quelques jours. Le deuil lui-même est réglementé. L'étiquette prescrit tout, la durée, les vêtements, le comportement attendu. On porte le noir pendant un temps défini, selon le rang du défunt. On reprend sa place à la cour dans les délais fixés par le protocole, pas avant. Ce serait un manque de respect. Pas après, ce serait un manque de présence. Le chagrin réel, la douleur intime, le vide laissé par un être aimé, tout cela doit tenir dans les cases prévues par le cérémonial. Et si votre douleur déborde, si elle dure trop longtemps, si elle vous empêche de sourire au roi quand le protocole vous met sur son chemin, alors votre douleur devient un problème social, un risque pour votre position. J'ai lu des lettres de courtisans qui venaient de perdre un enfant et qui s'inquiétaient, dans la même page, de savoir s'ils avaient été vus au souper du roi la veille. Je ne sais pas comment nommer ce que ces lettres me font ressentir. Ce n'est pas de la colère, pas exactement. Quelque chose de plus froid. La reconnaissance d'un système qui avait réussi à faire de la mort elle-même un enjeu de carrière. Et où finissaient les corps? Les nobles avaient leurs chapelles, leurs caveaux familiaux, parfois loin de Versailles, dans leur terre d'origine. On transportait le cercueil. Les serviteurs, les domestiques, les petits officiers, ils étaient enterrés dans les cimetières paroissiaux de la ville de Versailles, des cimetières qui ont disparu depuis, recouverts par l'urbanisation, effacés par les siècles, oubliés. Il y a aujourd'hui des immeubles, des parkings, des rues ordinaires au-dessus des os de ceux qui ont fait fonctionner le palais. Personne ne le sait. Aucune plaque, aucun monument, rien. Il y a une image que je n'arrive pas à oublier. Ce n'est pas une image spectaculaire.
Pas la mort du roi, pas l'opération de la fistule, pas les courtisans qui se ruaient chez le chirurgien pour imiter la maladie de Louis XIV, c'est une image plus petite, un registre paroissial de Saint-Julien de Versailles, ouvert sur une page de 1709, l'année du grand hiver, quand le froid a tué les récoltes, les rivières, les hommes. Sur cette page, des noms. 3, 4, 5 décès en une semaine, des domestiques du château pour la plupart, des âges 23 ans, 30 et 1 an, 45 ans. Pas de cause de mort, pas de détails, juste l'écriture régulière du curé qui inscrit, qui tourne la page, qui continue. Et en face de cette page, dans les mêmes archives, le même mois, les comptes de la maison du roi, les dépenses pour les fêtes, les commandes de tissus, les livraisons de gibier pour les cuisines royales. Le palais fonctionne, la machine tourne, et quelque part entre les registres de dépenses et les registres de décès, il y a un silence que personne n'a jamais comblé. Ce silence, c'est le sujet de cet épisode. Pas la médecine, pas l'hygiène, pas les traitements brutaux ou les épidémies, le silence. Versailles a produit des milliers de pages sur les fêtes du roi, des centaines de pages sur ses repas, ses chasses, ses maîtresses, ses guerres, ses bâtiments, ses jardins. Les mémorialistes ont décrit chaque sourire du souverain, chaque disgrâce, chaque promotion. Saint-Simon à lui seul a rempli des volumes entiers avec les détails de la vie de cour. Qui portait quoi? Qui parlait à qui était assis où? Tout est noté, tout est conservé. La mémoire de Versailles est monumentale, mais sur la douleur de ceux qui servaient, sur les corps fiévreux dans les soupentes, sur les enfants morts avant d'avoir 1 an, sur les valets renvoyés chez eux parce qu'ils ne pouvaient plus travailler, sur les femmes de chambre qui toussaient dans le noir en attendant que ça passe. Sur tout ça, il n'y a presque rien. Et ce presque rien dit quelque chose d'immense. Il dit que la souffrance, à Versailles, avait une hiérarchie, que la douleur du roi méritait des pages, des témoins, des médecins, des prières publiques, que la douleur d'un courtisan méritait une mention, un mot dans une lettre, parfois une anecdote chez un mémorialiste, et que la douleur d'un serviteur ne méritait rien, pas un mot, pas une ligne, pas une pensée. Le système ne haïssait pas ces gens. C'est pire que ça. Il ne les voyait pas. 10 000 personnes vivaient à Versailles. Le roi avait 38 médecins. Les courtisans pouvaient, avec de l'argent et de la chance, trouver des soins. Et les autres, la majorité, l'immense majorité, vivaient et mouraient dans un angle mort du système. Pas par cruauté délibérée, par architecture, par conception. Le palais avait été pensé pour le roi, par le roi, autour du roi. Tout le reste, l'air, l'eau, la santé, la vie, la mort, était un détail. On pourrait se dire que c'était une autre époque, que la médecine ne savait rien, que les mentalités étaient crantes et différentes. Et c'est vrai, tout ça est vrai. Je ne juge pas le XVIIe siècle avec les critères du XXIe. Ce serait malhonnête, et l'histoire mérite mieux que ça. Mais il y a quelque chose dans cette architecture de l'oubli qui ne se limite pas à Versailles. Quelque chose dans la façon dont un système peut fonctionner parfaitement. Les fêtes se succèdent, les jardins fleurissent, la musique joue, pendant que des gens souffrent en silence, à 3 étages de distance. Ce n'est pas un mystère historique, c'est un mécanisme. Et les mécanismes, par définition, ne s'arrêtent pas tout seuls. J'ai commencé cette recherche avec une question simple. Que faisaient les 10 000 personnes de Versailles quand elles tombaient malades,
Après des mois dans les archives, je n'ai pas trouvé une réponse simple. J'ai trouvé un roi opéré sans anesthésie qui ne crie pas. Des médecins brillants dont les traitements tuent. Des courtisans qui cachent leur fièvre pour ne pas perdre leur rang. Des serviteurs renvoyés chez eux sans un sou. Des enfants inscrits dans un registre et oubliés le jour même. Des cimetières recouverts par des parkings. J'ai trouvé un palais qui brillait de 1000 feux et qui, dans ses murs, fabriquait de la maladie comme il fabriquait de la grandeur, systématiquement, silencieusement, sans que personne ne trouve ça anormal. Versailles brille encore. 7 millions de visiteurs chaque année traversent la galerie des glaces, admirent les jardins, photographient la chambre du roi. Ils marchent sur des parquets magnifiques, sous des plafonds peints par les meilleurs artistes du siècle, et sous leurs pieds, pas métaphoriquement, littéralement, dans les fondations, dans les sous-sols, dans les murs de ce bâtiment, il y a la trace de ceux qui ont souffert là, les mains qui ont balayé, les dos qui ont porté, les poumons qui ont respiré cet air vicié, les corps qu'on a purgés, saignés, ignorés, renvoyés, enterrés, oubliés. Ces gens n'ont pas eu de portrait, pas de mémoire, pas de statue dans les jardins, mais ils ont eu un nom dans un registre. Et ce soir, pour la première fois peut-être, quelqu'un le lit, noir,